radiokultura.eus. Nous avons accompagné un groupe d'élèves du CFA agricole d'Asparin qui ont visité la ferme Pintan d'Haricots de Bayonne. La ferme Pintan d'Haricots est une entreprise familiale de maraîchers à Bayonne depuis 6 générations. Ils développent des techniques de culture raisonnées pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Gauthier d'Haricots, qui a repris l'exploitation familiale en 2025, nous guide dans une visite de la ferme sans pesticides. Gauthier d'Haricots, du coup, vous avez vu mon père Philippe d'Haricots. Moi je suis la 6e génération ici sur la ferme, mon père 5e, il y a ma grand-mère aussi qui est là. Donc la ferme, on a ces 6e générations marquées, je pense qu'elle est plus vieille la ferme, mais on a des traces à peu près à 1900 de la ferme. Et l'historique, c'est anciennement les fermes qui étaient autour des villes pour approvisionner la ville en légumes et autres produits de l'agriculture. Et autrefois, la ferme elle faisait un peu tout, elle faisait et maraîchage et élevage, avec élevage de tout. Et c'est quand mon père il est arrivé que l'élevage s'est complètement arrêté et qu'on est passé en maraîchage complet. On est depuis toujours sur 3 hectares et demi ici. Et en tout maintenant on passe à 10 hectares parce qu'on a de l'autre côté de la route, on a du fermage, de la location. Du coup, ça va être 10 hectares en tout. On a 8 hectares actuellement et en fait, il y a 2 hectares qu'on met en conversion parce qu'on les a récupérés que cette année. Voilà. Vous êtes à l'agriculture biologique. On est en agriculture biologique, diversifié, maraîchage biodiversifié pour le terme. Depuis combien de temps, là 2020 pour le bio. Et voilà, après du coup, c'était autrefois conventionnel. Mon grand-père, c'était chimique à fond. Et mon père il a un peu changé ça, mais il pensait pas passer le cap du bio un jour. Puis il avait pris un associé. L'associé lui il a dit je veux bien venir mais on passe la ferme en bio. Et comme mon père ça l'a jamais dérangé, il a dit ah oui sans problème. Donc toute la démarche bio elle a été amenée par quelqu'un d'autre ici. Et moi quand je suis arrivé, c'est évident qu'on garde le bio sur la ferme. Même si des fois il y a débat avec d'autres, mais nous on se pose pas de questions, non voilà. Plus le BPRA le met bien en avant le bio, donc ça donne pas envie de changer, donc on reste fidèle à ça. Et le système trop de passer en bio ? Non, il y a eu la période de transition où ça a été un peu plus compliqué, mais après ça va parce qu'on a quand même un historique sur Bayonne et on a la clientèle qui suit, mais là où ça a été un peu compliqué, c'est que d'avoir les légumes qui étaient en conversion avec des plants qui étaient achetés en bio et tout ça qui coûtaient plus cher, les légumes ne pouvaient pas être vendus comme des bio, donc pas au même prix. Enfin, il y avait vraiment un gros écart avant sur les prix, que maintenant, il n'y a plus trop de différence. Enfin, il y a un peu de différence sur les marchés parce qu'il faut marquer quand même qu'on est bio et pas les autres. Mais sinon... Après, il faut dire que dans une ferme comme ça, souvent pendant la conversion, tu as une période de baisse de rendement, quoi. Voilà. Parce que les pratiques ne sont pas les mêmes. Et c'est encore plus marqué en élevage. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre. On ne peut pas dire que c'est facile, les conversions. Donc du coup, il y a eu ça aussi, quoi. Et après, c'est une ferme qui avait déjà sa clientèle au marché Bayonne, qui a suivi. Ouais. On a gardé la même clientèle, on a toujours des clients qui connaissaient ma grand-mère sur le marché et certains, les parents et les grands-parents venaient déjà apprendre à ma grand-mère. Ça a suivi et par contre à Bayonne, ça a aussi démarqué le fait d'être en bio. On a ramassé une autre clientèle qui ne va pas voir les autres, quoi, qui ne va pas comparer les prix entre conventionnels, mais il y a ceux qui sont habitués à leur maraîcher du coup sur le marché de Bayonne, quoi. Quand ils ont fait le changement bio, ils ont un peu amené d'autres choses, donc les agrumes. 2020 aussi. 2020 planté, et donc on est rentré en production il y a 2 ans maintenant pour tout ce qui est agrumes. Là c'est qu'une serre de citronnier, si vous voulez on peut les voir, mais il fait très chaud, mais on peut les voir. Et voilà, donc on a tout ce qui est citron classique là à l'entrée. Au bout on a une autre variété de citron classique, c'est-à-dire à jus ou comme ça. Et après on fait des citrons un peu spéciaux, citron caviar, citron kombava, citron menbouda et des padous, c'est des types cédra, c'est des gros citrons comme ça. Cédra. Ouais.
C'est ça. Vendez comment ça en resto? Non, tout en direct. Alors pour la vente, je pense qu'on est 90%. L'année dernière, on était 90% en direct et 60% du chiffre d'affaires, c'était le distributeur. 40%, pardon, 40%. Ouais, c'est beaucoup, ouais. C'était beaucoup. Il a passé vraiment un cap l'année dernière. Je pense qu'on va vite arriver à 50%. Ouais. Et qu'en marché, vous avez quoi comme marché? Bayonne et Boucau, le samedi matin, Ouais. et c'est tout. Et après, les ventes ici à la ferme. Et après, on a une petite AMAP, mais qui a beaucoup perdu. Mais là, on est à 15 paniers. Moi, quand j'étais jeune, c'était 60 paniers. Et liste d'attente, quoi. Et là, il y a 15 paniers, 17 paniers. Mais en fait, le fait de faire marcher à la ferme aussi, les gens ils choisissent, Voilà, c'est c'est peut-être ça. Ben, ça et les distributeurs. Ouais. C'est ça Eh qui oui. est surtout... Ouais. Nous, les gens, quand ils arrêtent les contrats, je viens plus à la MAP, mais je vais venir prendre au distributeur. Ouais. Surtout pour les contraintes horaires et pouvoir choisir aussi ce qu'ils veulent dans le panier, quoi. Du coup, c'est un système de casier avec un paiement carte bleue, un casier avec un montant entre 8 et 10 euros de légumes dans les casiers. Et nous, on remplit avec des légumes qui vont bien ensemble, c'est-à-dire l'été, on va plutôt faire des casiers salades ou comme ça. L'hiver, on va faire plutôt des casiers soupes. Et après, il y a des produits comme la salade à part, la pomme de terre aussi. Et voilà, quelques produits, les produits transformés. On a un peu de complément avec les œufs, parce que les gens ils aiment bien avoir le complément et les œufs. Généralement, on est entre 8 et 10 euros le panier. Voilà, après, ils choisissent en fonction et ils retirent sur le moment ce qu'ils veulent. Installé, c'était 2017 et après, on l'a agrandi en 2018 parce que ça marchait bien. Et nous, on le remplit en moyenne 3 fois par jour. On fait un remplissage le matin à 8h, un remplissage soit à midi si c'est vidé, soit à 13h30 en reprenant, et un remplissage à 17h avant de finir la journée. 3 fois par jour. Souvent il se vide, là en ce moment il se vide à 11h, il est vide. Enfin vide. Il nous alerte. C'est-à-dire qu'on reçoit une alerte sur le téléphone que la moitié du distributeur a été vidé et le temps qu'on prépare et tout, il y en a un peu plus qui partent. Et voilà. Et du coup, est-ce que ça a diminué la vente à la ferme ou ça a attiré encore une autre clientèle? Ouais, ça a attiré une autre clientèle, ça a un peu diminué la vente à la ferme sur certains jours. Le jeudi par exemple, avant ça marchait beaucoup le jeudi, mais parce qu'on faisait aussi un point de vente lié avec d'autres agriculteurs. Enfin, il y avait du fromage, il y avait des produits crétois, du pain, du poulet. Et maintenant le jeudi on est tout seul et il y a du poulet une semaine sur deux, quoi. Donc les gens sont un peu plus dirigés vers le distributeur. Mais en soi, après les ventes à la ferme, elles restent quand même assez stables. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui connaissent maintenant que le distributeur. Et quand on leur dit mais vous avez la vente, vous pouvez choisir ce que vous voulez en haut. Ah mais je savais pas, très bien. Donc ils viennent comme ça aussi. Ça c'est mon père. C'est lui qui a eu l'idée. Je crois qu'il avait fait un salon mais 10 ans avant de l'installer. Donc il y a 20 ans. Et ils en parlaient déjà et ils trouvaient ça bien. Nous on a le très bon placement aussi pour le distributeur. Parce qu'on est encore à Bayonne. Limite Tarnos, on est sur la route pas loin de la nationale, donc on est vraiment sur la route du retour à la maison des gens ou la route du travail le matin ou comme ça. On est quand même bien placé. Et après il a eu l'idée avec un salon agricole et l'idée que le temps que l'idée se fasse et tout, on a été peut-être l'un des premiers sur la région. Et après comme ça marchait bien, mais ça a vite pris ailleurs et voilà. Au niveau du prix, est-ce que tu as une idée de combien ça vous a coûté? J'imagine qu'après c'est vite amorti par contre. Le prix c'est 20 000 euros. 10 000 euros le distributeur, en gros, et 10 000 euros la cabane. Okay. Voilà. La cabane extérieure avec tout, l'électricité, tout. Je sais pas si tu l'as vu, c'est réfrigéré du coup? Non, pas du tout. Du coup on est tout en frais, c'est pour ça qu'on remplit 3 fois par jour. Le dimanche on arrête de le remplir à midi. Donc il se vide le dimanche, souvent à 17h il n'y a plus rien, 18h. Comme ça, nous, on attaque le lundi, on remet tout propre, tout nickel. Et le lundi, on redémarque avec des produits frais. Par contre, voilà, il faut bien surveiller les casiers qui partent, les casiers qui partent pas. S'il y a besoin de changer les légumes ou repasser un coup d'eau comme ça, faut pas le laisser. On fait toujours en sorte que ça reste présentable. Comment vous surveillez visuellement, avec l'application aussi? Non, visuellement, ouais. C'est vraiment, on passe, quand on regarde ce qui manque en casier, il n'y a pas d'application. Nous, c'est une vieille version. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien pour l'instant. On reçoit juste un SMS en fait quand il s'est vidé et c'est tout. Du coup c'est vraiment on regarde comment on est et qu'est-ce qui manque. Et vu que c'est pas réfrigéré, il y a beaucoup de pertes ou pas? Non du tout. Pas du tout. Ça tient bien. La cabane c'est aussi pour faire de l'ombre. Il y a un petit auvent en fait qui fait bien d'ombre. Il y a juste quelques casiers qui prennent le soleil en été. Donc ceux-là on leur met pas de salade et des trucs comme ça.
Mais sinon, ça tient bien en général. Et dans un casier comme ça, qu'est-ce qui part le plus? C'est un mélange de légumes ou c'est les mono-espèces, quoi? Enfin, que la patate, que de la salade, que... faut faire un mélange, une combinaison C'est les œufs. des deux, quoi. Ce qui part le plus, c'est les œufs. Ouais. Et, C'est un légume. ouais, voilà. Non, c'est les mélanges. Souvent, c'est les paniers à 8. Après, souvent, les patates, on met 8 € de patates. Et les salades, ça part en fonction. Parce qu'on en met 2 ou 3. Ouais, Mais après, nous, on fait beaucoup de mélanges, quoi. ouais. On fait pas beaucoup de casiers. 8 € que de courgettes ou que de patates douces. Ou comme ça. Et le fait de remplir comme ça 2-3 fois par jour, je suppose que vous avez un stock d'avance ou vous récoltez à chaque fois qu'il y a besoin ou... Non, pas à chaque fois qu'il y a besoin. En fait, nous, on s'est organisé, on fait toutes les récoltes le matin. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc ce matin, on était aux récoltes pour la vente cet après-midi, plus distributeur. Le mercredi, on fait des petits rajouts s'il y a besoin. Mais souvent, on récolte. Après, on met à chambre froide. Par exemple, le mercredi, on arrive à pas trop récolter. Ou à peine un peu pour la map et le distributeur. Mais voilà. La salade, généralement, ça c'est le matin même. Et le reste, ça se conserve assez bien. Donc, Vous savez un peu qui vient du coup prendre des paniers? C'est des gens du coin, c'est des gens d'un peu plus loin? Ah oui, non, nous c'est tout Bayonne Nord. Et tous ceux qui rentrent à Tarnos en rentrant du boulot, Tarnos, Andre et tout ça, tous ceux qui rentrent de Bayonne en fait, ils passent par là. Et après il y a quelques touristes ou comme ça, mais c'est en été quoi. Vous vendez toute l'année autant à peu près? Non, quand il y a de la tomate, ça vend plus. Non, l'été ça vend plus quand même, on fait des grosses semaines en été. Septembre aussi, la semaine de la rentrée, tout ça. Et après, l'hiver généralement, les jours où il fait vraiment pas beau et tout, ça tourne pas quoi, les gens ils veulent pas sortir. Voilà. Ouais, vous êtes à travailler, non, par contre, 30 hectares et demi, c'est ça? 10. 10, On est 5, 6. Il y a mon père et moi, et après il y a 2-3 ouvriers et 2 saisonniers en ce moment. Et normalement on a un ouvrier en plus, donc 8. Normalement il y a 4 CDI à l'année. Un saisonnier long, mars-octobre. Et souvent avril ou mai on en reprend un jusqu'à octobre. Quoi. S'il y a l'accès à l'eau? Ouais, nous après on a tout au forage qui est là. Et on peut tirer en fait jusqu'à là-bas nous sans problème. Ici, il y a des nappes On se pas fait loin. des sorties. Ça fait depuis toujours, ça passe les nappes, non, qui fonctionnent depuis toujours. Il y a, en 100 ans, il y a eu quand même pas mal de sécheresse et ça n'a jamais pêché. Quoi. Et alors, ça avait manqué. Quoi. C'est 2 ans, pas passer en bio. 2 ans à partir du moment où on déclare qu'on a récupéré les terrains et qu'on déclare qu'on n'a rien fait dessus ou on déclare juste qu'on a mis un engrais vert. Enfin, il faut déclarer tout ce qu'on a fait dessus. Nous, comme on compte faire que des engrais verts, on va déclarer que ça. Et au bout de 2 ans, à partir de la date où on aura déclaré, c'est bio. Là, vous avez plein de piments là. Du coup, on a Plein plein de de croix piments. des piments. Si vous voulez faire un tour, Elles font 50 mètres de long les serres? 60. 60 ouais. Toutes les serres, ici ou là-bas, elles font toutes 60 mètres. Enfin, 62 ici et 64 là-bas. Donc ce piment qui a été mis en piment, place, ouais. piment doux du Pays Basque et de Seignan. Exactement, sous label rouge contrôlé. Alors nous c'est un piment doux qui pique pas et nous la variété elle est choisie parce que c'est un piment qui va être très long, fin et avec beaucoup de goût. C'est pas un condiment, c'est vraiment un légume, donc ça se mange comme un légume, pas comme le piment d'Espelette. On a tout un marché en fait autour du piment doux, en label rouge aussi. Toute une démarche autour de ça pour expédier partout dans la France entre plusieurs producteurs et on organise le grand championnat du monde d'omelette au piment pour les fêtes de Bayonne pour faire connaître notre produit. Quand mon père et mon oncle et tout, ils rentraient tous les copains des fêtes de Bayonne et ils se faisaient omelette au piment. C'est parti de là, l'omelette traditionnelle des fêtes de Bayonne, chose qui se faisait aussi ailleurs et ils ont voulu monter un championnat du monde et pour promouvoir le piment en soi qui est là. Il y a un syndicat aussi du coup. Et il y a un Du syndicat, piment. ouais. Vous en faites partie. Il y a combien de fermes en tout? On n'est plus beaucoup, on est 4-5 producteurs. 4-5. 5 producteurs. Il y a le syndicat et après on a un GIE aussi pour la vente. Et voilà, et c'est le syndicat qui fait le label rouge. On est les seuls en bio aussi dans cette démarche-là. Ouais. Tous les autres c'est du conventionnel. Et après,
Alors historiquement, ils ont eu le label aussi parce que c'était une culture, on dit, qui appartenait vraiment à la culture des pays de la Hadour et du Seignang, là un peu. Et puis après, à l'intérieur, il y avait les horticulteurs, là, Asparin, les Récaldes aussi, qui le cultivaient depuis toujours. Mais c'est une semence qui est gardée aussi, qui est très acclimatée. Voilà, depuis toujours, c'est de l'autoproduction de semences. Donc il y a eu aussi un travail qui avait été fait pour avoir le label, qui était de un peu sélectionner, choisir, déterminer les variétés, tout ça. Donc il s'appelle Atouri et Robi. Il y a 2 variétés qui ont été gardées. Au départ, il y en avait 5-6 quoi. Et elles sont toujours gardées quand même à l'INAO. Ouais, à l'INAO et dans un... Tous les ans, on refait en fait des tests à l'INAO. On envoie notre piment à goûter. Il faut qu'on le compare à d'autres piments qu'on trouve dans le commerce pour leur montrer bien que... Moi, ce qu'ils font dans ces cas-là pour comparer, pour prouver que notre piment il a du goût, ben, ils prennent notre piment. Ils prennent le piment le plus fort qu'ils trouvent dans le commerce. Ils font envoyer... Notre piment, c'est du piment doux. Le reste, c'est juste du piment qui pique. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder aussi le label et l'appellation. Protéger un peu la semence. Ouais, c'était protéger, puis valoriser aussi les fermes en maraîchage diversifié, voilà, lié un peu à la vie. C'est un peu ça aussi, l'histoire de ce piment, quoi. Et après, ça a fait le lien aussi avec les maraîchers de l'intérieur, quand même, à l'époque, quand ça a été créé. Ça a été en lien entre tout ça. On change de serre. Allez, ouais. Bon, après les citrons, il n'y a pas grand chose à voir. Il y avait un peu de fleurs, mais il n'y a plus. Il fait juste très chaud dans la serre. Et vous les vendez bien depuis le début? Ça marche bien les agrumes? Ouais, ça marche bien. Il y a beaucoup de demandes. Alors, du coup, on a ça, mais il y a aussi beaucoup d'agrumes qui ont été plantés derrière. Okay. Donc il y a tout ce qui va être orange clémentine, pamplemousse, orange sanguine et précoce et tardive en orange. On a planté 300 agrumes en fait derrière et à voir ce que ça va donner, mais les gelées ça fait pas du bien. Ouais. Et on va voir parce que tous les ans on change 15-20 arbres et à force on se dit que ça va jamais donner. Pourquoi vous êtes lancé dans les agrumes alors? Parce qu'en 2020 il y avait eu la sécheresse. Il y avait eu une grande sécheresse et c'est monté, on va aller voir direct comme ça c'est plus parlant. Mais c'est monté pour faire un verger maraîcher en fait. On cultive les planches au milieu des rangs d'arbres. Donc les arbres ils sont là pour amener de l'ombre aux cultures en été. Et ils bénéficient de l'engrais qu'on met nous pour les légumes. Et après ils prennent aussi l'arrosage des légumes en été quand il fait trop chaud. Donc ça va assez bien ensemble. La petite zone d'arbres. Comme légumes, entre les arbres par exemple? On fait tout. Là on va voir, on y est là. Du coup les arbres ils sont pas... On fait tout. La première année ils ont commencé par les courges pour faire le plus simple. Une année on avait fait tout le poireau. Une autre année, voilà, là on a fait les choux. Cette année on a mis le bloc chou. Donc maintenant ils sont tous montés mais... Et voilà après... Ouais. Pour toi, c'était clair de reprendre un petit peu la continuité familiale ou tu as eu des hésitations? Pas du tout. Moi du coup, j'étais menuisier à la base. Donc j'ai fait bac et BTS en menuiserie. Et ça pourquoi quand c'est venu comment t'avais une passion depuis tout La petit? menuiserie ? Ouais, mais j'avais un grand-père menuisier. Du coup, lui, il m'a un peu amené ça. Et après... j'ai travaillé là-dedans, j'ai fait quelques années dedans et quand mon père il s'est séparé de son associé, je lui ai dit si ça va, moi j'arrive. Et du coup je suis reparti un an à l'école au BPREA et après un an au BPREA, 6 mois après on a fait l'installation ici et on s'est associé avec mon père jusqu'à qu'il prenne la retraite du coup. Et tu regrettes pas? Et je regrette pas du tout et ça me plaît et... Voilà, ça m'a jamais déplu non plus, juste que c'était... Autrefois, c'était différent quand même. Mon père, il a connu des périodes vraiment compliquées. Et le maraîchage et l'agriculture en général, partout, ouais. Donc pour lui, c'était compliqué. Et donc on a été un peu éduqués à ne pas faire ce métier. Maintenant, la situation est meilleure. Et du coup, là, ça va, c'est plus un frein de faire de l'agriculture, au moins ici. C'est prévable. Ouais, c'est ça. Ça, quand vous en détectez, c'est quoi? C'est un gros coup de stress?
Si c'est le stress pour nous, non, ça va. La cochenille, ça va, elle s'installe. Souvent, des fois, on la voit pas sur les citrons s'installer, donc des fois, on voit un arbre qui est tout noir. On nettoie et on met le produit et 2 jours après, on nettoie, ça part assez vite. Parce que les arbres aussi, ils ont pris en force. Je pense que s'ils étaient jeunes, ça serait pas la même, mais ce sous-serre là, ils ont pris en force. Et après, en extérieur, il y a moins. En extérieur, c'est les limaces. Les limaces sur les arbres, en fait, elles dorment dans les grilles là, Ah ouais. et elles remontent bouffer les feuilles la nuit. Donc on les voit jamais parce que sur les arbres, c'est pas des grilles, c'est uni quoi. Donc on les voit pas et en fait, on se rend compte qu'il y en a 20 par pied. Comme T'as vous, fait mais... le BP en 2 ans, toi? Un an, ouais, parce que c'était un peu pressé. En fait, l'année après, je me suis installé. D'accord. Donc c'était un peu accéléré. Je suis arrivé en septembre pour octobre, m'inscrire en septembre pour octobre et en août c'était fini quoi. L'avant-veille de la rentrée. Et tu l'as fait d'abord pour avoir la capacité agricole, c'est ça? Ouais. Alors l'idée de base qui aurait été bien, qu'on s'est dit avec mon père, ça aurait été bien que j'aille ailleurs, que j'aille faire un autre maraîcher à l'intérieur ou comme ça. Mais j'avais 26 ou 27 ans, donc le salaire c'était pas le même. Enfin, ce truc que on s'y est pris tard quand même. On en parlait beaucoup, mais en fait ça devenait pas concret. Et en fait quand c'est devenu concret, ça s'est fait très très vite, ça s'est très vite accéléré quoi. Le temps que je démissionne de mon boulot, que j'ai le préavis et que j'arrive, c'était fini quoi. Et après, voilà, l'installation rapide aussi derrière. Ouais, c'est ça. L'axe rotative, celui qui nous a laissé les terres, il nous a laissé il nous a vendu cette machine. C'est bien ça, hein. C'est comme les abords. T'as pu t'inspirer d'autres fermes quand même? Parce que tu dis que t'as fait ton apprentissage ici, c'est le modèle. Ouais, après, moi il y a Voilà, mon père derrière. Pour les machines, il y a Guy qui est expert, il est imbattable. C'est bien de voir ailleurs et tout ça. Après, ici, c'était quand même tout en place. On fait la patate en commun avec d'autres cette année. Et après, oui, il y a toujours un lien avec le piment. On a tout le temps des réunions tous les mois. Donc on garde toujours un lien avec d'autres maraîchers. Ouais. Puis sur les marchés aussi. Et puis voilà, ici, il y a une autre ferme au bout de la rue. De toute façon, tout le monde se connaît. Là, on recrute un peu. On a appelé le refuge. On a appelé 2-3 pour avoir des CV. Voilà, quand même, tout le monde se connaît. C'est un petit monde. Monde maraîcher. Tu avais combien d'années d'expérience ou de saison avant de t'installer? Une vie. Je fais toute... Oui, c'est sûr. Même si tu travailles pas là, quand tu es comme les enfants d'éleveurs, Ouais, tu c'est vois ça. tout le temps ça quoi. Toute ma jeunesse, je l'ai fait ici l'été, parce que c'était arrangeant et que voilà. Nous, c'était mettre les piments en poche, on n'y échappait pas. On avait toujours un pied dedans, quoi. Même mon frère qui est pas du tout là-dedans, il y a plein de choses, il a toujours fait le marché, lui. Il était à Mayotte, avant de partir à Mayotte, il faisait les marchés avec ma grand-mère, il a toujours un pied dedans, quoi. Et comment ça s'est passé la transmission pour les ton père du coup? La transmission là, on est associés. Donc, on a fait l'installation assez vite. Du coup, on s'est associés et là, j'ai 99% des parts et lui, il a 1%. C'est que sur le papier, en fait, pour que le jour où mon père il prenne la retraite, on n'est pas à passer devant un notaire, rien du tout. Et quand il veut, il dit stop et on fait une assemblée générale avec nous deux. Parce que c'est ce qui s'appelle la part de subsistance, c'est les retraités. Tu as droit à continuer à cultiver, à vendre. On veut dire que les retraites des agriculteurs ne sont pas forcément très grasses. Donc on leur propose, ils doivent continuer à travailler. Ah ouais, voilà. C'est ce qu'il faisait le voisin avec le maïs du coup. Et toi, parce que comme c'est une multi-activité vraiment très multiple, quels ont
les activités que tu préfères et celles dont tu as la flemme un peu. Après, moi, j'ai pas trop le choix sur certains trucs. Des fois, je me dis, je serais mieux au champ à faire ci, à faire ça. Il y a une bonne partie à faire au bureau aussi. Donc, avec les payes et tout ça, il y a quand même pas mal de jours où je passe au bureau, où le calendrier bio, où tous les classeurs. Il y a un classeur aussi pour le label rouge, donc faut tout classer. Ouais, voilà. Il y a pas mal de jours où je peux pas y échapper à ça. Il y a des jours où c'est arrangeant parce qu'il pleut et du coup c'est bien. Moi, je suis au chaud, mais il y a des jours où, enfin voilà, on peut pas y échapper. Et après, j'ai appris plus les tracteurs en premier. Et après les marchés, c'est moi qui fais les ventes à la ferme le mardi et le jeudi. Et après, on s'arrange avec mon père pour avoir un week-end de libre sur 2. Sur le papier, c'est l'idée. Mais bon, ça marche pas trop comme ça. Mais en gros, si tout va bien, il y a un samedi sur 2 où je suis au marché. Et la même semaine, on fait la map le mercredi. Voilà, pour l'instant, on s'alterne comme ça. Et plus tard, de toute façon, le marché, moi, ça me dérange pas. Comme on disait, c'est comme ce que tu disais avant, on a toujours un pied dedans. Donc les marchés, nous, on a toujours fait depuis qu'on est gosse. On connaissait ça sans problème, quoi. Mon frère, il n'a pas fait les marchés depuis 5 ans. Je le remets en marché, c'est pas un mec que je vais former, quoi. Il sait comment la machine elle fonctionne, il sait rendre la monnaie, il sait les légumes, il faut juste qu'il revoie les prix et c'est tout, quoi. Pour toi, ça va avec. Tu peux pas juste être un patron dans un bureau. Non, après. Non, après. Selon mon père, il y a une vraie différence quand on est à côté. Ce qui est peut-être un peu vrai quand même, mais voilà. De toute façon, non, on n'a pas un métier où on peut être patron. Enfin, on n'a pas non plus 20 employés, quoi. Ouais. Ça n'aurait pas envie. Ah non. Non, je peux éviter le bureau, ça me va. C'est la planning du coup. Du coup, ouais. Voilà, planning de l'année. Ouais, la tout là, Chaque semaine, vous comptez de la salade, quoi. Ouais, 2000. Quantité, c'est les mêmes. Et du coup, les deux, c'est pour ça qu'il y a les 2 fournisseurs. 2000 salades semaine. Ça me fait drôle. 2000 salades, c'est un petit truc quand même. Je les visualise, moi je suis Ouais, Dans nos lycées, pour du mon coup, père, c'est c'était. Ouh, c'est pas assez. Enfin, lui, il en faisait vraiment beaucoup. Qui ramassait, je sais pas combien, 10 000 ou comme ça, semaine, 8 000 ou 10 000. Donc c'est après. Ouais, c'est ça. Nous, c'est ça l'hiver, quoi. L'hiver, mais ça nous tient. On fait 3 serres en fait qui se succèdent et ça nous tient l'hiver, quoi. Avant, c'était vider, puis remettre derrière, puis vider, puis remettre derrière. Mon père, en fait, au début, il bossait beaucoup en grande surface. Donc, en fait, ça a aussi beaucoup évolué en fonction de la vente. Mais il faisait donc beaucoup de salades. Le piment aussi, on en a toujours fait beaucoup pour le label rouge. Et après, il y a toujours eu, mes grands-parents, ils ont toujours fait un peu de tout, parce qu'ils faisaient les marchés et tout ça. Mais les ventes, elles étaient différentes. Ma grand-mère, elle faisait le marché, je crois qu'elle démarrait à 2h du matin, elle vendait sur le marché. Pour, je crois que c'était à 4-5 h du matin, ils devaient vider le marché, ils devaient avoir vendu toute leur cam. Et c'était les commerçants qui leur avaient acheté les légumes, qui prenaient leur place sur le marché, qui vendaient leurs légumes après. Voilà, c'était d'autres manières de faire aussi. Donc avant, ils faisaient beaucoup plus de salade, ouais. Puis voilà, il y a des choses qu'on fait au moins. L'année dernière, on a découvert la pastèque jaune. Ouais, c'est très sucré. C'est du miel presque à manger. Donc cette année, on en refait un peu. Parce qu'ils nous avaient livré du mauvais plan, enfin qui n'avait pas tenu. Et du coup, ils nous ont livré en réappro de la jaune. Et en fait, ça a vraiment hyper bien donné. Et ouais, ça a bien marché. Comme l'autre. Et par contre, très sucré comme pastèque. Voilà. Après, en chambre froide, on a ça. Si jamais. Pas une grande chambre froide. Ouais, alors nous, la betterave, on la vend en botte en été. Donc ça tient pas. On en fait toute l'année de la betterave qu'on fait venir du Gers d'un producteur qui connaît mon père. Et voilà. Panée, pas du tout. Nous, notre betterave, ouais, c'est plus une betterave. On la fait cuire aussi toute l'année, la betterave. Par contre, nous, on fait pas cuire la nôtre. On vend la nôtre parce qu'elle est tendre, elle est bonne. Et on a une variété aussi blanche qui est sucrée et très tendre, donc qui se mange en cru. Et la blanche, la Chioggia. Il y a la Georgia, mais nous on fait la Chioggia.
qui sont les deux les mêmes en fait. Radis asiatique, en fait pas. Ouais, radis japonais, on appelle ça. Ouais. Tous les radis, les Deli Blue, Deli Green, ouais, les multicolores, ouais, voilà. Misato, ouais. On les fait tous. En semi, là, dans le carré, là, semi. Voilà. Exactement. Là, on met, ouais, tous ces. Puis ceux-là, les red meat et tout ça, ils restent bien en terre. Donc, ils tiennent. Là, ils nous ont tenus jusqu'à janvier. En janvier, ils étaient bien. Après, il y a eu du vert, donc on n'a pas bataillé, on va pas traiter en janvier. On a l'avantage aussi, c'est que toutes les serres elles font la même longueur. Ouais. Déjà, toutes les serres, je sais que je mets les mêmes quantités d'une année à l'autre, sauf la largeur en fait. Donc, mais du coup, ça rajoute une planche en fait dans les grandes et c'est des 3 planches pour les 5 mètres. Mais au final, on n'arrive pas à faire trop de rotation, donc c'est beaucoup de piment dans les 5 Donc mètres. elles font toutes 60, ouais, on calcule tout sur 60 mètres. Il y en a qui font 64, d'autres qui font 62, mais on met tout sur 60. Ouais. Et après, de toute façon, il y a toujours un peu plus de plans, donc on s'adapte toujours. Les oiseaux, ils ont une fonction. Ouais, ma grand-mère qui est par là. passionnées. Voilà, c'est ça, Des qui petits adore. Ouais. C'est quoi comme oiseau alors? Ça, c'est des colombes diamants. Et il y a 3 petits mandarins dedans. Et un lapin. Celui qui vole pas, c'est le lapin. Il s'est pas croisé avec le temps. Il y a ma grand-mère qui s'en occupe, c'est son truc. On avait tout avant, on avait les lapins. Et moi, quand j'étais petit, il y avait des lapins. Lapins d'élevage. On a les hirondelles aussi qui viennent là, ça y est, ils sont en train de faire les nids. Radio Cultura. Là, on va devoir y aller. Merci beaucoup, Ouais, Gauthier. merci à vous. C'était très Ouais, intéressant. ouais. Donc, comme je disais, de toute façon, c'est bien. Après, c'est toujours intéressant quand il y a des gens qui posent des questions. Quoi. Ouais. Faire une visite, quand c'est les enfants et tout, ils sont plus passionnés par le lapin que. Puntu Eus.